En 1912, un libraire nommé Wilfried Voynich met la main sur un manuscrit ancien, rempli de dessins étranges, de plantes inconnues et d'un texte dans une langue que personne ne reconnaît. Depuis plus d'un siècle, les meilleurs cryptographes, linguistes et chercheurs du monde ont essayé de le déchiffrer, sans succès. Le plus troublant, ce texte n'a pas l'air d'être du hasard. Il semble suivre des règles comme une vraie langue. Mais aucune civilisation connue ne l'a jamais parlé. Alors c'est quoi le manuscrit de Voynich? Un code, un canular génial, un traité interdit, ou quelque chose d'encore plus étrange? Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Le manuscrit apparaît officiellement en 1912. Wilfried Voynich, un libraire et collectionneur de livres anciens, découvre l'ouvrage dans un collège jésuite près de Rome. À première vue, il ressemble à un manuscrit médiéval classique. Du parchemin, de l'encre, une reliure ancienne. Mais dès que l'on tourne les pages, quelque chose ne va pas. Le texte est rédigé dans une écriture totalement inconnue. Aucun alphabet européen ne correspond. Aucune langue identifiée ne semble s'en rapprocher. Et pourtant, ce n'est pas un chaos de symboles. Les mots se répètent, les structures reviennent, les paragraphes sont organisés. Cela ressemble à une langue réelle. Le manuscrit compte environ 240 pages, bien que certaines aient disparu au fil des siècles. On y trouve d'étranges illustrations, des plantes impossibles à identifier, des diagrammes astronomiques, des constellations et des scènes énigmatiques montrant des femmes dans ce qui semble être des bains ou des structures biologiques inconnues. Ce n'est ni totalement scientifique, ni clairement mystique. Et c'est précisément ce flou qui intrigue. En 2009, une datation au carbone 14 révèle que le parchemin date du début du XVe siècle. Ce n'est donc pas une création moderne. Quelqu'un, il y a plus de 600 ans, a consacré des années à écrire ce livre. Mais pour qui et dans quel but? Ce qui intrigue encore plus les chercheurs, c'est la régularité du texte. Les symboles ne sont pas disposés au hasard. Certains mots reviennent souvent, toujours aux mêmes endroits, comme s'il existait une grammaire invisible, une structure cohérente. Mais malgré cette organisation apparente, aucune clé ne permet d'en percer le sens. Des analyses statistiques ont été menées. Le texte présente des fréquences de lettres comparables à celles des langues naturelles. Ce n'est ni un simple code aléatoire, ni une suite de symboles absurdes. Et pourtant, aucun système de chiffrement connu ne fonctionne sur lui, comme si le manuscrit imitait une langue réelle, sans jamais se laisser traduire. Certains chercheurs ont même tenté d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser le texte. Les algorithmes détectent des structures complexes, mais aucune traduction exploitable n'en ressort, comme si le manuscrit refusait toute tentative d'interprétation. Plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit. Ce livre a traversé les siècles. Il a survécu aux guerres, aux incendies, aux pillages, et aujourd'hui encore, personne ne sait ce qu'il signifie réellement. Certains ont suggéré que le manuscrit pourrait être une langue construite, un système inventé de toutes pièces par son auteur, une sorte de langage privé, réservé à un cercle très restreint. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un savoir interdit, volontairement dissimulé derrière une écriture incompréhensible. Mais si tel était le cas, pourquoi n'en trouve-t-on aucune trace ailleurs dans les archives de l'époque? Ce qui rend le manuscrit encore plus troublant, c'est qu'il ne donne aucun indice direct sur son auteur, aucun nom, aucune signature, aucun repère géographique évident, comme si quelqu'un avait voulu laisser un message sans jamais révéler son identité. Un livre ancien, complet, cohérent, mais sans origine claire. Alors, que cache réellement ce manuscrit? Une langue oubliée? Un code trop complexe pour notre époque? Ou quelque chose de beaucoup plus déroutant? Depuis plus d'un siècle, plusieurs hypothèses s'affrontent, et aucune ne parvient à convaincre totalement. Depuis sa découverte, une hypothèse domine. Et si le manuscrit de Voynich n'était qu'un immense code, un système de chiffrement complexe conçu pour dissimuler un savoir précieux? Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un traité d'alchimie, d'un manuel médical secret ou même d'un document stratégique. Au Moyen Âge, le cryptage existait déjà.
Les diplomates et les savants utilisaient des substitutions simples, des alphabets transformés ou des symboles dissimulant des mots réels. Mais ici, le problème est différent. Le texte du manuscrit semble suivre une structure cohérente. Les mots se répètent avec une régularité presque naturelle. Les paragraphes sont organisés, la syntaxe semble obéir à des règles. Pourtant, malgré plus d'un siècle d'analyse, aucun cryptologue n'a réussi à en percer le secret. Des experts militaires ont tenté de le décrypter, des linguistes spécialisés en langue morte. Même des ordinateurs modernes ont analysé ces fréquences statistiques. Résultat, rien. Certains pensent que le code serait à plusieurs niveaux, un système imbriqué, un cryptage dans le cryptage. D'autres avancent que la clé aurait été perdue à jamais. Sans la clé, le texte resterait indéchiffrable, même s'il s'agit d'une langue bien réelle. Mais une question dérangeante persiste. Si c'est un code, pourquoi l'avoir illustré avec autant de détails étranges? Pourquoi ces plantes inexistantes, ces diagrammes mystérieux, ces silhouettes humaines plongées dans des bains verdâtres? Un code n'a pas besoin d'être décoré. Alors est-ce vraiment un message caché ou autre chose? Mais ce qui trouble encore davantage les chercheurs, ce sont les anomalies statistiques du texte. Lorsque l'on analyse la fréquence des symboles, le manuscrit ne se comporte ni comme un simple code, ni comme un charabia aléatoire. Il suit des modèles proches des langues naturelles. Certains mots apparaissent plus souvent en début de paragraphe, d'autres semblent réservés à certaines sections du livre. Il y aurait même des préfixes et des suffixes, comme si la langue possédait une grammaire interne. Or, dans un code classique, la fréquence des symboles varie différemment. Elle trahit souvent la langue d'origine. Mais ici, rien ne correspond. Ce n'est ni du latin transformé, ni une langue romane déguisée, ni une substitution simple. Alors certains cryptologues ont envisagé une construction artificielle extrêmement avancée, un système conçu non pas pour être lu rapidement, mais pour résister au temps. Un cryptage pensé pour traverser les siècles. On a même suggéré que le manuscrit pourrait contenir un savoir interdit à son époque, une connaissance scientifique prématurée, une médecine expérimentale ou des pratiques alchimiques dangereuses. Dans ce cas, le cryptage aurait servi à protéger son auteur, à éviter les accusations d'hérésie, à échapper aux autorités religieuses. Mais là encore, une incohérence apparaît. Si l'objectif était de cacher un message, pourquoi produire un ouvrage aussi volumineux? Pourquoi consacrer des centaines de pages à un système que personne ne pourrait jamais lire? Un code sert à transmettre, pas à condamner un message à l'oubli éternel. Et puis, une autre hypothèse plus radicale émerge. Et si le manuscrit n'était pas seulement codé, mais conçu pour donner l'illusion d'un code? Un texte qui ressemble à une langue, qui imite la structure d'un discours cohérent, mais qui ne signifierait rien. Un mirage linguistique, une architecture du vide. Si cette idée est vraie, alors le manuscrit de Voynich ne serait pas un secret à percer, mais une énigme créée pour troubler. Et cela change tout. Certains chercheurs rejettent totalement l'idée du code. Et si le manuscrit n'était pas chiffré, mais simplement écrit dans une langue disparue? Une langue réelle, une langue parlée, une langue vivante autrefois, mais que l'histoire aurait effacée. Au Moyen-Âge, l'Europe était bien plus fragmentée qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Des dizaines de dialectes locaux coexistaient. Certains n'ont laissé aucune trace officielle, aucun dictionnaire, aucun document reconnu. Il est donc théoriquement possible qu'un auteur ait consigné son savoir dans une langue minoritaire aujourd'hui totalement oubliée. Les analyses statistiques du texte renforcent cette hypothèse. La distribution des mots ressemble fortement à celle des langues naturelles connues. On y observe des répétitions logiques, des structures régulières, des variations qui semblent grammaticales. Ce n'est pas du hasard, c'est structuré. Certaines sections du manuscrit semblent même traiter de sujets distincts. Botanique, cosmologie, anatomie, pharmacologie. Comme si l'auteur décrivait un système cohérent de connaissances. Mais alors, pourquoi ne retrouve-t-on aucune trace de cette langue ailleurs? Aucun autre manuscrit, aucune inscription, aucun fragment, pas même une citation indirecte. Car pour qu'une langue existe, il faut une communauté, des locuteurs, une transmission sur plusieurs générations.
Or, le manuscrit de Voynich semble être le seul témoin d'un idiome fantôme. Certains linguistes ont proposé qu'il s'agisse d'une langue artificielle primitive, un projet expérimental conçu par un érudit isolé, une tentative de créer un langage universel bien avant notre époque. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un mélange volontaire de plusieurs langues européennes, une fusion complexe, un patchwork linguistique destiné à brouiller les pistes. Mais aucune hypothèse n'explique totalement les illustrations étranges qui accompagnent le texte. Si c'est une langue oubliée, alors elle décrivait un monde que nous ne comprenons plus. Un monde dont les plantes n'existent pas, dont les constellations ne correspondent pas aux nôtres, dont les schémas biologiques défient toute logique connue. Alors la question devient vertigineuse. Avons-nous perdu une langue ou avons-nous perdu un univers entier? Mais une autre dimension intrigue les spécialistes. Lorsque des linguistes ont comparé le manuscrit aux grandes familles de langues connues, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Le texte ne ressemble ni aux langues indo-européennes classiques, ni aux langues sémitiques, ni aux structures asiatiques anciennes. Il semble posséder sa propre logique interne, indépendante. Certains chercheurs ont alors exploré une piste audacieuse. Et si le manuscrit était la trace d'un savoir isolé transmis dans un cercle extrêmement restreint? Une communauté fermée, volontairement coupée du monde extérieur, ayant développé son propre système linguistique, un groupe hermétique, un ordre secret, une confrérie savante. Dans ce cas, la langue n'aurait jamais eu vocation à être diffusée largement. Elle aurait été réservée à quelques initiés. Un langage d'appartenance, un code culturel, plus qu'un simple outil de communication. Cela expliquerait l'absence totale d'autres documents similaires. Mais cette hypothèse soulève un autre problème. Si cette langue était parlée, même par un petit groupe, pourquoi n'a-t-elle laissé aucune trace secondaire? Pas de correspondance, pas de notes marginales, pas de traces dans les archives religieuses ou administratives. Le silence historique est total. Certains pensent alors que nous faisons fausse route, que nous cherchons une langue là où il n'y en a peut-être pas, que le manuscrit pourrait représenter une tentative expérimentale d'écriture phonétique d'un dialecte oral jamais codifié auparavant. Un essai, une tentative, un projet inachevé. Et si l'auteur avait cherché à fixer sur le papier une langue parlée mais instable, une langue changeante, mouvante, impossible à normaliser? Dans ce cas, le manuscrit serait le seul instantané d'un langage en transition. Une photographie linguistique figée dans le temps. Et si cette langue s'est éteinte brutalement, guerre, maladie, disparition de la communauté, alors le manuscrit resterait le seul vestige d'un monde linguistique disparu. Ce ne serait pas un message à décoder, ce serait une relique, un témoin silencieux d'une voix que nous n'entendrons plus jamais. Et si finalement, le manuscrit de Voynich n'était ni un code, ni une langue oubliée, mais une supercherie magistrale? Certains historiens défendent cette idée depuis des décennies. Selon eux, le manuscrit pourrait être une mystification savamment construite, destinée à tromper un acheteur riche et crédule. Au XVIe siècle, les curiosités étranges se vendaient à prix d'or. Les manuscrits rares, surtout ceux attribués à des savants ou à des alchimistes, suscitaient fascination et convoitise. Un faux document ancien pouvait rapporter une fortune. Mais fabriquer un tel ouvrage aurait nécessité un niveau de détail exceptionnel. Le parchemin du manuscrit a été daté du début du XVe siècle par analyse carbone 14. Il est authentiquement ancien. Cela signifie que si c'est un faux, il aurait été réalisé à l'époque même du parchemin, pas une contrefaçon moderne. Un faux médiéval. Certains spécialistes avancent qu'un érudit particulièrement habile aurait pu remplir des centaines de pages avec un pseudo-langage cohérent en imitant les structures naturelles d'une langue réelle sans pour autant transmettre un sens. Un texte qui semble logique, mais qui ne veut rien dire. Les illustrations auraient servi à renforcer l'illusion. Plantes inventées, diagrammes mystérieux, silhouettes énigmatiques, tout aurait été conçu pour donner une impression de profondeur savante, un décor crédible. Mais cette hypothèse pose elle aussi un problème. Pourquoi investir autant d'énergie dans une fraude d'une telle ampleur? Écrire des centaines de pages demande du temps, de la rigueur, une vision. Ce n'est pas l'œuvre d'un simple escroc pressé. Et surtout,
aucun bénéfice clair n'a été prouvé. Aucun document historique ne mentionne explicitement une vente frauduleuse spectaculaire liée au manuscrit. Alors s'agit-il vraiment d'un faux ou d'un projet expérimental qui aurait échappé à son propre créateur? Si c'est une supercherie, elle est d'un génie troublant, car elle résiste encore aujourd'hui à toutes les analyses modernes. Un faux qui survit à la science. Mais plus on examine l'hypothèse du faux, plus une question dérange apparaît. Créer un manuscrit de cette ampleur ne demande pas seulement du talent, cela exige une obsession, une planification minutieuse, une constance sur des mois, voire des années. Le texte du manuscrit n'est pas chaotique, il suit des règles internes, les mots réapparaissent dans des contextes précis, les sections semblent structurées selon des thèmes. Il ne s'agit pas d'un simple remplissage aléatoire. Produire un tel niveau de cohérence artificielle aurait demandé une intelligence remarquable, une capacité à simuler la complexité d'une langue naturelle sans jamais laisser apparaître de failles évidentes. Or, même les canulars historiques les plus célèbres finissent par révéler des erreurs, des incohérences, des contradictions internes. Le manuscrit de Voynich, lui, reste étonnamment stable. Certains chercheurs ont même tenté de reproduire artificiellement un texte similaire en générant des suites de symboles pseudo-aléatoires. Le résultat? Soit le texte devient visiblement incohérent, soit il perd toute structure linguistique crédible. Le manuscrit, au contraire, maintient un équilibre étrange entre ordre et mystère. Alors, si c'est un faux, ce serait l'un des plus sophistiqués jamais créés. Un chef-d'œuvre d'illusion. Mais dans quel but? Pour tromper un collectionneur, pour expérimenter les limites du langage, pour créer une œuvre d'art cryptique avant l'heure. Et si le manuscrit était en réalité une forme d'art conceptuel médiéval? Une œuvre pensée pour interroger le savoir, la lecture, la compréhension elle-même. Dans ce cas, l'absence de sens serait volontaire, une provocation silencieuse adressée au futur, une énigme conçue non pas pour être résolue, mais pour survivre. Car si c'est une supercherie, elle a réussi au-delà de toute attente. Elle nous occupe encore 6 siècles plus tard. Ce qui rend le manuscrit de Voynich si fascinant, ce n'est pas seulement son contenu, c'est sa résistance. Plus d'un siècle d'analyse, des linguistes, des historiens, des cryptologues, des mathématiciens, même des intelligences artificielles modernes ont tenté d'en percer le secret. Rien. Chaque théorie semble plausible, jusqu'au moment où elle s'effondre. Le code est trop complexe, la langue oubliée manque de traces, le faux paraît trop élaboré. Et pourtant, le manuscrit existe. Il est là, tangible, réel. Son parchemin a traversé les siècles, son encre tient toujours. Ses pages racontent quelque chose. Mais quoi? Peut-être que le véritable mystère n'est pas le texte lui-même. Peut-être que nous cherchons une réponse rationnelle à une œuvre qui n'obéit pas à notre logique. Et si le manuscrit représentait une manière de penser différente, une vision du monde qui ne se traduit pas par nos catégories modernes? Nous analysons avec nos outils, nos statistiques, nos modèles linguistiques. Mais au XVe siècle, la pensée symbolique, l'alchimie, la cosmologie mystique formaient un ensemble cohérent. Et si le manuscrit était l'expression d'un système de savoir que nous avons perdu la capacité de comprendre? Non pas parce qu'il est codé, mais parce que notre regard a changé. Ce qui était évident autrefois pourrait être devenu illisible aujourd'hui. Et c'est peut-être cela, le véritable vertige, un livre ouvert devant nous que nous ne savons plus lire. Plus troublant encore, le manuscrit semble se situer à la frontière entre cohérence et chaos. Trop structuré pour être absurde, trop incompréhensible pour être clair. Il occupe une zone grise. Lorsque des chercheurs ont tenté d'y appliquer des modèles statistiques modernes, certains résultats ont montré des similarités avec des langues naturelles. Mais ces similarités ne suffisent pas à en extraire un sens, comme si le manuscrit jouait avec nos outils d'analyse. Il imite la logique sans jamais la livrer. Il donne l'impression d'un savoir profond, sans jamais se laisser saisir. Certains ont même suggéré que le mystère du manuscrit révèle davantage nos limites que les siennes. Nous cherchons un code parce que nous voulons décoder. Nous cherchons une langue parce que nous voulons traduire. Nous cherchons une fraude parce que nous voulons expliquer.
Mais peut-être que le manuscrit ne correspond à aucune de ces attentes. Peut-être qu'il est le vestige d'un système de pensée qui ne cherchait pas à être compris universellement. Un savoir réservé, une vision fermée, un monde symbolique autonome. Et si le manuscrit n'était pas une énigme à résoudre, mais une frontière à accepter? Car parfois, le mystère ne disparaît pas avec le temps, il s'épaissit. Et le manuscrit de Voynich semble nous rappeler une chose essentielle. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement accessible à notre compréhension. Le manuscrit de Voynich traverse les siècles sans livrer son secret. Il a survécu aux guerres, aux incendies, aux révolutions, aux changements de civilisation. Il a changé de main, voyagé de bibliothèque en collections privées, étudié sous des microscopes modernes et analysé par des intelligences artificielles. Peut-être que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il refuse de révéler. Et pourtant, il reste muet. Plus nous cherchons à le comprendre, plus il semble se refermer. Chaque génération pense disposer des outils définitifs. Chaque époque croit être plus avancée que la précédente. Mais face à ces pages couvertes de symboles inconnus, notre certitude vacille. Ce livre est là, il est réel. Son parchemin est authentique. Son encre a traversé les siècles. Et pourtant, son sens nous échappe. Peut-être que le véritable mystère n'est pas dans les symboles. Peut-être qu'il réside dans notre besoin obsessionnel d'obtenir une réponse. Nous vivons dans un monde où tout doit être expliqué, classifié, traduit. Un monde où l'inconnu dérange. Mais le manuscrit de Voynich nous impose une autre possibilité. Celle d'un savoir inaccessible, d'une pensée différente, d'un système qui ne correspond plus à notre manière de comprendre. Depuis plus d'un siècle, nous l'observons avec nos outils modernes, nos algorithmes, nos bases de données. Nous cherchons à le classer, à le décoder, à l'expliquer. Mais il résiste, et cette résistance est peut-être sa véritable nature. Un livre que personne ne peut lire devient autre chose qu'un simple objet. Il devient un miroir de notre besoin de comprendre. Car face au manuscrit, ce n'est pas seulement le texte qui est mystérieux. C'est notre incapacité à accepter qu'un mystère puisse rester entier. Et si le manuscrit de Voynich était là pour nous rappeler cela, que tout ne se déchiffre pas, que tout ne s'explique pas, que certaines œuvres ne cherchent pas à transmettre une réponse, mais à maintenir une question. Alors la prochaine fois que vous verrez ces pages couvertes de symboles inconnus, posez-vous cette question. Cherchons-nous vraiment à comprendre le manuscrit, ou cherchons-nous simplement à combler notre peur de l'inconnu? Le mystère demeure. Et peut-être qu'il doit demeurer. Et si ce manuscrit n'était pas un problème à résoudre, mais une limite à accepter, une frontière silencieuse entre ce que nous savons et ce que nous ne saurons peut-être jamais. Car après plus d'un siècle d'études, aucune théorie ne tient totalement. Le code est trop complexe, la langue oubliée manque de traces, le faux paraît trop élaboré. Alors il reste là, suspendu, intact. Et peut-être que sa force vient précisément de cette résistance. Mais une question demeure. Et si le manuscrit n'était pas destiné à être compris par nous? Et si son auteur écrivait pour un lecteur qui n'existe plus ou qui n'est pas encore né? Alors dites-moi, selon vous, le manuscrit de Voynich est-il un message codé, une langue perdue, une supercherie géniale ou quelque chose d'encore plus dérangeant? Écrivez votre théorie en commentaire, parce que peut-être que la réponse ne viendra pas d'un expert, mais d'un regard différent.